Salut et bienvenue dans mon garage avec les filles. On est le 15 juin. J'ai été absent ces 3 dernières semaines. En fait, on a fait donc un stage avec Tony Lopez. Donc, j'ai un peu raté le live du vendredi. On en a fait un spécial Tony, donc on a parlé beaucoup couteau. J'ai trouvé ça intéressant. Les filles sont contentes d'être de retour à la caméra. Donc avant de prendre vos questions, je voulais faire un petit tour de propriété. Salut, salut Nevers. Salut le Vercors, salut à tous. Je voulais faire un petit tour de propriété. J'ai fait un tour de propriété, je sais plus quand, le mois dernier, je crois, un truc comme ça. Donc, on a eu du super beau temps. Et puis là, il y a 4 ou 5 jours, je sais plus. On a eu une baisse de température assez importante et on a eu du gel. Donc, il a fait -3, -4 une nuit là. Et donc, on a perdu, je dirais, 30% du jardin. Les filles s'en foutent parce que elles aiment bien le froid. Mais donc voilà, je voulais faire un petit tour rapide avant de prendre vos questions. Donc les poules vont super bien. Molting, il y en a, je crois que c'est l'italienne. Elle est en train de molt. Je sais pas, elle perd ses plumes là. Tu sais, tous les ans, elle perd leurs plumes. Je sais pas comment vous dites en français, mais elles vont super bien. Donc les poules parfait. Les abeilles, je viens de poster sur Instagram, je crois hier ou avant-hier. Les abeilles vont super bien. On vient de rajouter 2 supers, comment vous appelez ça, des hausses pour vous. Donc on vient de rajouter 2 hausses, donc des hausses à miel sur les deux. Salut Toutone. Toutone, elle me marche dessus et tout. Donc on a rajouté 2 hausses à miel, celle du milieu pas encore. On attend à peu près, il y a 10 cadres par hausse. Et on attend qu'il y ait au moins 7 ou 8 cadres de remplis pour rajouter une hausse à miel, ce qui n'est pas le cas dans la ruche du milieu, mais normalement la semaine prochaine ça devrait le faire. Le petit coup de froid qu'on a eu ne les a pas dérangés, donc on a mis les hausses et je viens d'enlever les 2 entrance reducers sur la ruche de droite et la ruche de gauche. Donc on n'a plus la petite entrée. Maintenant elles sont sur la grande entrée. C'est l'été. C'est parti pour les abeilles. Donc les poules, on en a parlé, tout va bien. Donc on s'est pris du gel. Putain, c'est vraiment chiant. On avait mis en plus les couvertures, on a tout couvert avec des couvertures spéciales anti-gel, machin. Et en fait, on a perdu tout notre maïs. On a perdu, je dirais, 80% de nos zucchini. Je sais pas comment on dit en français. On a perdu, qu'est-ce qu'on a perdu d'autre? On avait des eggplants. Encore une fois, je sais pas comment vous dites en français. On a perdu toutes nos eggplants. Les choux vont bien, les salades vont bien, bien évidemment. L'ail va super bien. Donc choux et tout le bordel, choux de Bruxelles, les salades, l'ail va super bien. L'échalote va bien. On a perdu tout notre maïs, donc là je viens de replanter tout le maïs. Donc je vais pas lâcher l'affaire avec mon maïs. Aubergine, exact. Donc on a perdu toutes nos aubergines, donc on va attendre et en fait on va repiquer nos poivrons qui sont dans la serre. Je vais vous emmener voir la serre. Là tout va bien. C'est carottes betterave. Donc carottes betterave, aucun problème. Et donc là on a perdu nos courgettes. 80% de nos courgettes, il nous en reste 4 ou 5 pieds. On va pas lâcher l'affaire, on va continuer. Nos haricots vont bien, nos haricots, il n'y a aucun problème avec les haricots, donc 3 bacs de haricots. Nos pommes de terre ont gelé. Ça fait vraiment chier. Donc il y en a quelques-unes qui vont s'en sortir. Celles-là elles vont s'en sortir. Celles-là vont s'en sortir. Les autres on va voir ce que ça donne quoi. Mais donc gros gel. Cette année on va aussi avoir le prunier. Le prunier nous fait des prunes.
Donc tout ça, ça se passe bien. On a rajouté, je ne sais pas si je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, on a rajouté des vignes. Donc on a 4 vignes. Et en fait, elles ont survécu au gel. Donc on est super content. Mais donc on a rajouté 4 pieds de vigne. Et voilà. Dans la serre, c'est le gros avantage de la serre. C'est qu'on ne va pas avoir de problème de gelure. Il ne va pas geler. Encore une fois, les patates, là c'est un deuxième tonneau de patates et putain, elles ont pris cher quand même avec le gel. On va voir, je leur donne une chance. Je leur donne une semaine pour voir ce que ça fait. Si dans une semaine ça le fait pas, je replante des patates. Mi-juin, il a gelé chez toi. Oui, on est dans le Montana. Il peut geler tous les mois de l'année. On peut prendre du gel et de la neige en juillet, en août, tous les mois de l'année. Donc la serre, tout va bien ici. On est quoi? On est le 15 juin, donc le nasturtium, c'est des fleurs comestibles, c'est la jungle. Les tomates, c'est la jungle. On a des concombres, donc nos concombres commencent à arriver, plein de concombres. Donc on est super content. C'est la première fois qu'on fait des concombres, donc ça se passe bien. Les melons explosent, donc on va avoir du melon. Peppers, donc les poivrons. Je vais donc les mettre dans le lit dehors. Et puis bien sûr, on a voilà tout ce qui est menthe. Nos patates douces vont super bien. Ça marche super bien. On est vraiment là. C'est l'exploration totale. Toutes les herbes aromatiques vont bien. Bref, toi je fais 1,95 m et mes tomates sont bien plus grosses que les miennes. Donc voilà pour le petit tour. Je voulais juste, avant de prendre vos questions, faire un petit tour par les gels et tout. Encore une fois, on a mis des couvertures, on a toutes les couvertures anti-gel et tout le bordel. On a perdu, je dirais, 30% du jardin. Ce qui fait le plus chier, c'est le maïs, parce que le maïs ça prend du temps. Puis c'était du super maïs. Je suis un peu dégoûté, mais bon voilà, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc on continue, c'est la bataille et on va tout replanter. Donc voilà, donc on va passer aux questions. Encore une fois, j'étais un petit peu occupé ces 3 dernières semaines. Bonjour à nos stagiaires. Si vous êtes là, stage qui s'est vraiment super bien passé, on s'est bien fendu la gueule, c'était rigolo et en même temps j'espère que les stagiaires auront appris des choses. On a fait des choses un petit peu, on a fait une évolution qu'on n'avait pas encore faite avec Tony, qui capture et évasion. J'ai pas mis grand chose sur le net parce que c'est vraiment hyper anxiogène. Donc voilà. Alors, les questions, c'est parti. Question de F. Vernald. Salut Volway, c'est quoi ton prochain livre avec tes figurants? Donc oui, j'avais posté cette photo avec Winchester, Fanfan à la tulipe, et donc et Naomi. On fait des photos pour nos prochains livres au pluriel. Donc en fait, on a. Pourquoi tu ne mets pas tout sous serre? Parce qu'il n'y a pas assez de place. Donc en fait, voilà, ça va prendre beaucoup de temps. On a décidé avec Tony, on était parti sur faire un livre, et en fait, on va faire une série. Donc encore une fois, je peux pas vous en dire plus. C'est parti, on est à fond dedans. On espère, mais c'est pas garanti. Le but du jeu ici, ça va être de sortir le premier tome cette année. Donc voilà. Quoi d'autre? Pour les poules, si ta femme et toi deviez vous absenter pendant quelques jours d'affilée, comment feriez-vous pour les poules? Les sortir, les nourrir, les rentrer. Si c'est juste pour quelques jours, donc question de Ulrich, si c'est juste pour quelques jours, genre 2 ou 3 jours, elles peuvent complètement rester autonomes dans le poulailler. J'ai une citerne à eau dans le poulailler qui leur donne une citerne à eau.
n'importe quoi. J'ai une casserole, un bac, je sais pas comment on appelle ça. Oh, on se calme, on se calme. Un bac, enfin un truc à eau quoi. Et elles vont avoir, je dirais, 3-4 jours de flotte et le truc à bouffe là-bas pour la mouler, ça va leur donner à peu près une semaine d'autonomie. 5 jours d'autonomie on va dire. Donc elles peuvent rester au pire des cas dans le poulailler. C'est pour ça qu'on a fait le poulailler un petit peu plus grand que la norme. Mais donc elles peuvent rester dans le poulailler sans aucun problème pendant quelques jours si on devait partir. Et vu que nos voisins maintenant adorent nos poules puisqu'ils adorent nos œufs, je suis sûr que je trouverai un voisin qui peut passer, qui peut venir, ou même notre voisin de son balcon, elle peut voir nos poules, qui garderait un œil. Hier du 62, bonjour, du Pas-de-Calais, blablabla, j'ai raté le live avec Tony. J'aurais aimé avoir un conseil pour le choix d'un couteau à porter autour du cou en permanence, merci. Ça dépend, qu'est-ce que tu veux porter, est-ce que tu es en milieu, est-ce que c'est plus pour l'urbain, est-ce que c'est plus pour le rural? Est-ce que tu veux un truc un petit peu plus tactique, protection personnelle, ou est-ce que tu veux un truc peut-être plus polyvalent pour couper le saucisson, les champignons et les cordes. Donc ça va vraiment dépendre de ce que tu veux. Oh putain, les mecs, j'avais oublié hein. Friendship, salut, j'espère que tu vas bien. Que penses-tu des filtres Berkey? Putain les mecs, t'es nouveau. Putain, j'ai fait je sais pas combien de vidéos où je parle des filtres Berkey, j'ai fait je sais pas combien d'articles sur le blog, j'en parle dans Rue Barbare, j'en parle partout. Ça fait 8-10 ans qu'on a le nôtre, je sais pas où t'étais, mais putain le filtre Berkey, c'est j'en parle tout le temps. Pipio, que penses-tu du mode zip tie sur les Spyderco façon Emerson Wave? Donc effectivement le Spider Hole, donc sur les Spyderco il y a un trou qui s'appelle le Spider Hole là, et il y a certaines personnes qui mettent un zip tie, un Cirflex, et qui le coupent juste là pour pouvoir accrocher la poche et faire que ce soit une ouverture à la Emerson. Entre autres, voilà, ça peut servir aussi pour d'autres choses. Personnellement, je ne le fais pas. Personnellement, j'aime pas trop. Pour moi, je crois que c'est Tony le dirait mieux que moi. Mais un couteau, hop, moi je l'ouvre à deux mains. Si vraiment c'est une situation catastrophique, si c'est pas une situation catastrophique, j'ai le temps pour ouvrir mon couteau. Et donc ça répond en fait, ça répond à nos besoins. Une question d'Otion. Salut, est-ce rentable financièrement le jardinage pour toi aujourd'hui? Le jardinage, pour moi, ça va au-delà de la question économique. C'est bien plus, ça m'apporte bien plus qu'une résilience alimentaire et économique. C'est aussi une hygiène de vie, ça fait partie de nos routines, ça fait partie de notre hygiène psychologique maintenant. Pour moi, c'est inséparable d'avoir cette connexion avec la terre et d'avoir aussi cette connexion avec la nature. J'aime mettre les mains dans la terre, j'aime parler aux plantes. J'aime voir pousser les choses, j'aime la vie, j'aime voir les insectes faire leur boulot, j'aime voir tous ces environnements se chahuter, se parler, collaborer. Donc pour moi c'est bien plus qu'une question financière. Donc est-ce que ça vaut le coup juste d'un point de vue financier? Absolument. Absolument, parce que les graines sont très peu chères, voire si on se démerde un petit peu, ridicules, voire gratuites. Et donc, quand on voit le prix de certains aliments, encore une fois, il faut faire un petit peu
un travail de fond pour voir ce qui pousse dans votre région, ce qui est peut-être un petit peu plus cher et ainsi de suite. Mais quand je vois ce que les quantités de nourriture qu'on fait pousser avec un petit sachet de graines qui va nous coûter 2 $, c'est absolument remarquable. Et c'est pour ça que ça fait partie de ces routines, de ces dynamiques économiques de résilience, non seulement donc économique mais aussi alimentaire. Donc est-ce que ça vaut le coup? Oui, absolument. Mais encore une fois, c'est vraiment pas la seule chose qui anime mon désir qui anime ma personnalité, Nicolas le jardinier. Ça va bien au-delà de ça. Surtout maintenant qu'on a des poules, surtout maintenant qu'on a des abeilles. Ça, c'est un tout. Ça me fait plaisir de voir les poules. Ça me fait plaisir de voir les poules évoluer dans le jardin. C'est vraiment, on a ici une petite ferme urbaine assez sympatoche. Mikey, donc Mikey du stage, salut Mikey. Et tes framboisiers, est-ce qu'ils ont résisté? Oui, les framboisiers sans aucun problème, les arbres fruitiers, les framboisiers, tout ça, ça a résisté. C'est vraiment comme je l'ai dit, c'est juste le maïs, les patates ont pris un peu cher quand même, mais le maïs, les aubergines et les zucchini. Stéphane 0083, tu utilises uniquement les graines d'héritage. Effectivement, on essaye d'utiliser le maximum les graines d'héritage. On doit être à 95% de notre production sur des graines d'héritage. On essaye au maximum d'utiliser ça, mais je dirais que c'est pas non plus... c'est pas non plus un truc hyper. Je suis pas hyper rigide sur ça. À partir du moment où vous faites vous faites pousser votre propre nourriture, j'aurais ça me ferait plus chier d'utiliser de l'eau merdique. Si vous ne trouvez pas de graines d'héritage, c'est pas trop grave. Faut pas trop se focaliser là-dessus. C'est vrai que nous, on essaye de faire de la graine d'héritage, des trucs un petit peu sympatoches, mais c'est aussi parce qu'on aime des variétés qui n'existent plus à l'échelle F1 ou qui n'existent plus à l'échelle graines de supermarché laborieuse. Donc, vu qu'on aime des variétés assez anciennes, assez intéressantes, c'est vrai qu'on est vite forcé en fait à acheter de l'héritage, ce qui est pas plus mal. Une question de Grégory Ferret. Salut Vol, concernant ton appendicite, as-tu été impacté financièrement au vu de l'absence de couverture sociale aux US? Je n'ai pas été impacté financièrement parce que je suis un petit garçon prévoyant et que j'avais des fonds d'urgence et qu'on a des fonds d'urgence et que ça sert à ça. On a malheureusement la couverture sociale, comment on va appeler ça? L'infantilisation de nos sociétés au travers de la couverture sociale, c'est-à-dire de la dynamique étatique, de la place de l'État dans nos vies, est une très bonne chose, mais c'est un peu une lame à double tranchant. C'est-à-dire que c'est une très bonne chose quand on n'a pas forcément l'argent, qu'on est pauvre et qu'on est dans des situations parfois dramatiques, des situations médicales parfois dramatiques, les cancers, les accidents de la route et ainsi de suite. C'est génial, c'est absolument fantastique. Le revers de la médaille, et c'est pour ça que c'est un peu une lame à double tranchant, c'est qu'on a perdu un petit peu donc de cette indépendance, de cette force clanique qui pouvait nous animer avant, de cette force même parfois de quartier familial et ainsi de suite, donc de petits noyaux durs qui pouvaient avoir une importance assez déterminante sur notre psyché, sur la manière dont on voyait le monde et les choses. Ce serait une énorme discussion de voir comment avec la progression et l'amplitude de l'État, comment en fait ça agit sur notre psyché et sur nos routines mentales quotidiennes, et donc c'est un peu le truc à double tranchant. Donc vu que nous on n'avait pas forcément de couverture sociale, moi je suis arrivé aux États-Unis en 94, j'ai jamais eu de couverture sociale.
Donc ça fait plus de 23 ans que je suis là. Et donc j'ai eu une couverture sociale pendant 1 an, l'année où j'ai eu mon appendicite. Mais on avait pris des précautions pour ça. Et donc, encore une fois, ça nous a un petit peu motivé à avoir des fonds d'urgence. Ça nous a motivé à faire attention, à pas être trop con en vélo, à pas être trop con sur les pistes de ski et ainsi de suite, à faire un petit peu plus attention à nous. Et je pense que c'est pas une mauvaise chose. Maintenant, c'est un petit peu les extrêmes. On a les cas extrêmes de prise en charge totale à 100% où vous payez énormément d'impôts pour ça, ce qui peut être extrêmement paralysant. Par exemple, à 25 ans, j'ai pas besoin de payer des charges absolument abominables pour des soins que je ne recevrais probablement jamais. Et c'était un petit peu le système américain, c'est-à-dire qu'on pouvait choisir des vitesses. Si j'ai 25 ans, que je suis en pleine santé, j'ai pas besoin d'avoir un plan social à 600 balles par mois. Je peux me contenter d'un plan social à 75 balles par mois, 100 balles par mois, ce qui me permet de voyager, ce qui me permet de faire d'autres choses, de construire ma vie, peut-être d'ouvrir une entreprise, monter ma propre boîte dans mon garage, devenir coutelier, peu importe. Mais ça nous ouvrait des horizons. Aussi, ce qu'il faut dire, c'est que j'aime pas les absolus, c'est-à-dire que j'aime pas les lois. J'aime pas quand l'État me dit tu es obligé de faire ça comme ça. Ça me gonfle, ça me réfracte. Je suis allergique. Mais donc tout ça pour dire que je pense qu'il y a énormément de choses peut-être à regarder par rapport à ça, à ouvrir les yeux, à penser, à réfléchir. Donc voilà. Est-ce que ça m'a impacté financièrement? Non. Je crois que l'appendicite m'a coûté 5000 balles, un truc comme ça. Mais encore une fois, ça fait 25 ans que je ne paye pas d'assurance tous les mois. Donc ça m'aurait coûté, si j'avais pendant 25 ans payé 500 balles par mois ou même 300 balles par mois, mon appendicite m'aurait coûté je sais pas combien de milliers de dollars. Donc tout ça est à prendre un petit peu avec une pincée de sel. Encore une fois, il y a vraiment un petit peu, je vois les deux vitesses, c'est-à-dire la prise en charge à 100% ultime et extrême, comme on peut l'avoir par exemple en France. Encore que en France, tout n'est pas pris en charge, même si ça commence à changer, je crois, les dents, les lunettes, des conneries comme ça. Et on a le concept à l'américaine qui est un petit peu plus spartiate, qui est un petit peu plus marche ou crève. Qui ne me déplaît pas. Encore une fois, c'est pas pour tout le monde, hein. C'est pas pour tout le monde, mais vous n'avez pas à venir vivre aux États-Unis si ça vous plaît pas, quoi. Love it or leave it, comme on dit ici. Mais donc peut-être qu'il y a un juste milieu à trouver. Moi, j'aimais bien le système un petit peu américain avant que ça devienne un truc étatique. C'est-à-dire qu'on pouvait choisir des trucs à vitesse. Ça me plaisait bien. Ça me plaît bien d'avoir le choix et de pouvoir être un adulte responsable et me dire, j'ai 25 ans, je suis en pleine santé, je pète le feu, je crache du tonnerre, j'ai pas besoin d'une couverture sociale à 500 balles par mois, et donc je vais prendre juste une couverture sociale catastrophique. On appelait ça catastrophique à l'époque aux États-Unis, c'est-à-dire tout ce qui est des traumas énormes, genre accident de la route ou par exemple une maladie lourde, hein, comme un cancer. Et donc c'était beaucoup moins cher parce que le risque était très très minime, mais ça nous offrait des possibilités. Et puis si on était un petit peu plus âgé ou qu'on avait des problèmes de santé, si on était diabétique, j'en sais rien, on pouvait choisir des plans sociaux à 300, 400, 500, 600, peut-être voire 1000 balles. Moi j'ai un copain le mec avec qui je faisais de la charpenterie à Los Angeles, qui avait des problèmes diverticulitis, qui avait des problèmes assez sévères à l'estomac et tout. Et lui, il avait une assurance de compète à 800 balles par mois et tout était couvert. Voilà. Donc voilà, c'est un long sujet de discussion. Peut-être que je changerai d'avis quand j'aurai 75 ans. Peut-être que dans 75 ans, de toute façon, la sécurité sociale n'existera plus. Bref, ça ne m'a pas impacté plus que ça, encore une fois. Ça m'a juste confirmé les bienfaits de se prendre en main, de se prendre en charge, de se responsabiliser, d'avoir des fonds d'urgence qui peuvent servir à ce type d'urgence. Quoi d'autre?
Tu, tu. En France, les cotisations, Grégory Fer, en France, les cotisations sont prises directement sur ton salaire, donc j'en déduis qu'aux US, tu n'as pas de cotisation sociale. Tu as une cotisation sociale qui est prélevée directement sur ton paycheck, mais cette cotisation sociale est minime. Elle est minime, là je crois que nous, enfin bon je ne vais pas vous dire combien on gagne, combien on est taxé et ainsi de suite, putain vous pleuriez. Euh, c'est euh, c'est la grosse différence. C'est la grosse différence. C'est-à-dire que je suis capable, là en ce moment, par exemple, au lieu d'être sur une assurance, d'être taxé tous les mois, j'en sais rien, moi, 30%, pour ça, je prends ces 30% et j'achète des panneaux solaires. Je prends ces 30% et j'achète des arbres fruitiers. Je prends ces 30% et ainsi de suite et ainsi de suite. Je refais ma maison. Ça nous ouvre des horizons, ça nous ouvre des portes, on a un petit peu plus de liberté. Le loup est à la porte. C'est clair que si demain matin il m'arrive une grosse connerie, je suis dans la merde. Mais c'est un choix de vie, c'est un choix d'hygiène de vie. C'est un petit peu à la carte. C'est un petit peu spartiate. Comme je l'ai déjà dit, moi ça me convient. Peut-être que vous ça vous convient pas et donc restez en France. Soyez taxés comme des vaches à lait à 70%. En plus, nous, on n'a pas de taxe dans le Montana. Si tu vas acheter un couteau à 20 balles, c'est 20 balles. Il n'y a pas de taxe dessus. Donc voilà, c'est une autre manière de faire. Pour moi, ça me convient mieux. Ça colle plus à ma personnalité. Ça colle plus à mes intentions de vie. Ça colle plus à mes philosophies de vie. Mais je peux comprendre que ça fasse peur ou que ça fasse, j'en sais rien. Que ce soit bizarre ou unfair, je sais pas. Encore une fois, on a des hôpitaux gratuits. On a par exemple St. Jude's aux États-Unis, qui est un hôpital à renommée mondiale, qui s'occupe des enfants et tout est gratuit. Ils prennent en charge tout, ils font venir les parents en avion, tout est pris en charge 100%, même si tu n'as jamais cotisé de ta vie. Et c'est aussi l'autre partie de la société américaine dont on parle rarement, mais c'est-à-dire que les riches aux États-Unis ou les gens qui sont un petit peu plus riches donnent énormément d'argent. Et c'est peut-être à l'inverse peut-être de la France où l'État va taxer un Gérard Depardieu à 80%, j'en sais rien. Il va lui mettre un flingue sur la tempe pour lui dire bon tu vas nous donner ton argent et on va le redéverser aux gens qui ont besoin. Vu qu'aux États-Unis on ne fait pas ça, encore que il y a des taxes beaucoup plus sévères sur les riches, mais vu qu'aux États-Unis on ne fait pas ça, les riches ont plus tendance à dire bon, vu qu'on m'a pas mis le flingue sur la tempe, je vais filer 1 million de dollars par an à St. Jude's. C'est comme ça que il y a beaucoup de choses qui sont financées aux États-Unis par des particuliers, par des gens privés. On a notre stade de foot ici, par exemple, dans ma ville. Les mecs avaient besoin de refaire le stade de foot. Il a été financé à 100% par des particuliers, par des gens qui sont venus et qui ont fait des chèques de 1 dollar à, je crois, le plus gros chèque était 1 million de dollars pour refaire le stade pour que les jeunes étudiants puissent jouer au foot. C'est deux manières différentes de faire. Il y a des bons côtés des deux, il y a des bonnes choses des deux côtés et des mauvaises choses des deux côtés. Il y a un petit peu de tout. Mais encore une fois, ça convient mieux, ça colle mieux à ma personnalité. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Brandon Beautour, quel livre conseilles-tu concernant le médical? J'en conseille pas beaucoup. Le médical, et c'est assez dur. Il y a un super manuel que moi j'adore, et c'est pas parce que je bosse avec eux, mais qui sort de chez Aeri. Donc Aeri. C'est là où bosse Julien. Ils ont fait un petit manuel avec les ABCDE et tout le bordel. C'est absolument fantastique. C'est le meilleur manuel de premiers soins comme ça que j'ai jamais vu. Il y en a d'autres. Il y a Knowles, une école aussi très connue aux États-Unis. Mais le petit manuel qui sort de chez Aeri est absolument fantastique. Sinon, il y a quoi d'autre? Il y a pas grand-chose pour nous dans notre univers. Il y a là où il n'y a pas de docteur, dont j'ai fait la publicité depuis que j'existe sur la toile, qui est bien, mais c'est un petit peu différent. C'est une autre vitesse. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose, mais je continuerai s'il y a des trucs intéressants à vous en faire part. Quoi d'autre?
Euh, Exactement. JB Alexandre, c'est un peu comme en médecine, c'est la balance bénéfice-risque. C'est tout à fait ça. Druides, salut Druides, comment ça va? Je pensais justement à tout l'aspect welfare aux US, dont on ne parle jamais, conséquence de la fiscalité d'un héritage religieux aussi sans doute. C'est clair qu'il y aurait beaucoup à dire. D'ailleurs, c'est assez intéressant depuis que je vis dans le Montana, que je suis plus dans une des grandes villes des côtes. Les États-Unis, en fait, c'est deux pays. Hein. Il y a deux vitesses. Il y a les grandes villes des côtes et il y a l'intérieur du pays. Mais on ne connaît pas les États-Unis en fait. Je vois quand j'étais petit, grandissant en France et tout, on a vraiment une image des States complètement différente et complètement partiale et biaisée de ce que c'est vraiment la réalité sur le terrain aux US. Donc voilà. Gros sujet de conversation. J'espère que voilà, on a lancé des petits indices ici. Salut Papillon. Quoi d'autre? Salut la Belgique. Question de Dems 650. Que conseilles-tu entre les organes de visée TrueGlow ou Excess Sight pour un Glock, sachant que le tritium est interdit en France? Donc voilà. Nous, on n'a pas de sécu, mais on a le tritium. Écoute, franchement, moi je suis pas TrueGlow, allez, je le dis en français. Je suis pas TrueGlow. Moi, il y a deux organes de visée que j'aime beaucoup, c'est donc les Excess Sight que j'ai moi personnellement sur mon Glock et les Trigicon HD. C'est vraiment les deux que j'apprécie. Peut-être que les TrueGlow sont bien, je ne sais pas, je les ai pas testés. C'est pas quelque chose que je teste, que j'ai eu l'occasion de tester. Si ça te convient à toi, écoute, c'est fantastique. L'idée principale ici, c'est d'intégrer des organes de visée qui puissent marcher la nuit. Il y a beaucoup de gens qui intègrent des armes à feu de défense du domicile ou pour quand ça va être Mad Max. Ils n'ont pas des organes de visée, ils n'investissent pas dans des organes de visée qui fonctionnent la nuit, que ce soit avec les armes longues ou les armes courtes. Je peux vous garantir que si vous avez à vous battre, il y a de grandes chances que ça va être la nuit. Et donc, c'est un investissement pour moi. Quand j'achète un Glock, c'est la première chose qui dégage dans les 2 semaines qui suivent, c'est les organes de visée. Pour avoir non pas des Excess Sight ou non pas des Trigicon HD, mais au minimum des trucs qui peuvent marcher la nuit. C'est pareil avec les armes longues. Si vous avez des armes longues, essayez d'avoir au moins un outil qui va pouvoir vous donner un avantage de nuit. Voilà, c'est vraiment l'idée principale. Après, si tu préfères TrueGlow, j'en sais rien moi, d'autres marques, peu importe, on s'en branle. De rien, Kipler. Sparfel 34, c'est plus facile de migrer aux States aujourd'hui ou en 1994? Bah, ça dépend de ta situation. Si tu te maries avec une américaine aujourd'hui, c'est plus facile d'émigrer aujourd'hui que si tu venais, les mains dans la poche en 1994. Donc ça dépend complètement de ta situation. Encore une fois, sur le sujet, je ne suis pas un avocat d'immigration. Si vous avez des questions pour immigrer aux États-Unis, contactez votre ambassade la plus proche ou contactez un avocat spécialisé dans l'immigration. Parce que moi, je vais vous dire des conneries. No Man's Land, quel type de munitions utilises-tu en 9 mm? Je m'en branle à partir du moment que ça marche. Pourquoi tu as des lunettes? Parce que je vieillis et que j'ai du mal à voir. Excess simulation sans tritium, mais je pense moins efficace. C'est pas que c'est moins efficace, c'est que tu la vois pas la nuit. Salut Bastien. Comment ça va dans ton pays à crocodile? C'est marrant d'être dans le même pays. Je parle de Bastinelli Lives, Bastien. C'est marrant d'être dans le même pays en fait, mais à des opposés culturels et à des opposés environnementaux aussi énormes que la Floride et le Montana.
Faudra que tu viennes dans le Montana, Bastien, ça va te changer de tes crocodiles et tes moustiques. Salut Bordeaux. Ok, quoi d'autre en question? Est-ce que je crois que j'en ai zappé. Timothée Fiquet, des nouvelles vidéos de prévues avec Julien. Peut-être, on va voir. On va voir. C'est difficile. Il est beaucoup occupé, il travaille beaucoup. Moi, je suis très occupé, je travaille beaucoup. Voilà. Donc, en plus là, c'est l'été. Donc, nous, on a 2 saisons dans le Montana. On a l'hiver et puis on a la saison où on fait tout en 6 mois. As-tu des question de Kipler, as-tu des astuces, procédures quand tu dois transporter de l'argent liquide sur toi? Alors déjà, j'ai toujours de l'argent liquide sur moi, toujours. Je suis halluciné de voir les nouvelles générations qui ont plus de liquide sur eux. Putain, moi ça me stresserait. C'est comme de pas avoir une lampe torche ou un couteau. Donc j'ai toujours du liquide sur moi. Ça dépend encore une fois des environnements. Ça dépend d'où je suis, de qui je suis, de ce que je fais. Mais généralement, j'essaye d'avoir mon argent liquide séparé de mon portefeuille, encore que je n'ai pas de portefeuille. Donc moi, je suis sur un truc fait maison un petit peu particulier. Premièrement, ayez toujours du liquide sur vous. Pourquoi? Parce que vous sortez du resto, vous sortez d'un truc, il se passe quelque chose, vous devez rentrer à la maison le plus rapidement possible. Toujours avoir accès à un taxi, par exemple, ou pouvoir donner du cash à quelqu'un en bagnole, c'est pour moi hyper important. Donc surtout si vous vivez en ville, surtout si vous êtes une nana. Okay, j'ai au minimum toujours 40 balles sur moi pour pouvoir prendre un taxi et aller là où je dois aller le plus rapidement possible, le plus efficacement possible et le plus en sécurité possible. Putain, c'est comme vous le sentez, quoi. Moi, je sais que voilà, si on parle de sécu perso pur, c'est vrai que séparer l'argent liquide de nos cartes bancaires et tout ça, c'est l'idéal. Question de Steve Skip. Salut Vol, que penses-tu des cross type Fab, Defense et CAA pour Glock? Merci pour ton taf. C'est pas mal, mais un Glock c'est une arme de poing, c'est pas une arme d'épaule. Si je veux tirer à l'arme d'épaule, j'achète une arme d'épaule. Moon Astral, je vous découvre, je ne comprends pas tout. Bah, faut poser des questions quand vous comprenez pas. Caballero, Sylvain. Salut, Caballero. Tu réponds à ta propre question. Combien à mettre dans un calibre 12 rustique à minima pour ne pas prendre de la merde qui va péter rapidement, des marques à conseiller, genre Baikal? Tu réponds à ta question. Papa Pouette. Je dis Pouette, ça se trouve c'est Pouet, j'en sais rien. Papa Pouette. Ta prochaine construction en bois que tu vas faire chez toi sera laquelle? Alors j'ai prévu de faire un abri de jardin, juste là derrière avec les poules, à côté des poules. Donc abri de jardin pour mettre tout ce bordel, les outils, les bêches, les machins, la tondeuse à main, et puis aussi tout l'équipement poule. Donc la paille, tu vois, leur bouffe, tout ça. Donc c'est le prochain truc. Frédéric Berthaud, salut, comment vont tes abeilles? Re-regarde la vidéo. J'en parle au début. Salut Doukia. Julien Insta33. Possèdes-tu une autre propriété plus isolée et rustique? Non, je ne possède pas. Je ne possède pas d'autres propriétés plus isolées et plus rustiques. C'est pas dans mon intention. C'est pas trop mon truc. Ce qu'on appelle BOL, Bug Out Locations en anglais.
As-tu construit ton poulailler? Oui. Je l'ai déjà dit 150 fois. Kiyoki Miyamoto. Salut Vol, ça fait un bail. 3 semaines. Embêtant, des supports. Papa Pouette. Pour des petites constructions bois, tu fais des fondations béton ou des supports à enfoncer dans le sol font-ils l'affaire? Ça dépend de la construction. Mais tu vois là, toutes mes constructions, même la serre, j'ai pas de fondation en béton. En fait, les fondations en béton, c'est vraiment putain. Si tu commences à construire avec des fondations en béton, tu nous fais Versailles quoi. Y a pas si t'es sur des poulaillers, des serres, des abris de jardin et tout le bordel, te fais pas chier à faire des fondations en béton. Ça c'est pas hein, faut pas se faire chier. Ulrich, d'essayer la paille pour tes poules, tu la changes de manière irrégulière, genre seulement quand elle est sale, ou alors de façon régulière. Je la change de manière régulière, mais ça dépend aussi si on a eu par exemple une grosse pluie ou une grosse neige et que il y a de la paille qui est mouillée, un petit peu niquée, je vais la dégager. Joli Saxon, que penses-tu de la marque CZ pour les armes de poing et du CZP O9 si tu as essayé? CZ c'est très bien, c'est déjà c'est en métal, c'est en acier, si tu tombes dans l'eau tu coules et tu peux le foutre sur la gueule de ton camarade. Donc déjà ça c'est le bon point de CZ. Maintenant putain, maintenant il y a des boutons quoi. Donc je vais pas refaire. J'ai fait déjà des vidéos sur le tir de combat et le tir au stand. Si je faisais par exemple du tir au stand, que j'étais pas du tout dans le tir de combat, ce qui n'est pas le cas, c'est l'inverse. Mais si je faisais là, si j'étais que sur terre pour faire du tir au stand à 25 mètres, bien posé et tout le bordel, j'achèterais un CZ. Un 75 ou tu vois, mais j'achèterais un CZ ou un SIG. Voilà. Mais c'est pas mon truc. Moi, mon truc, c'est le combat. Et donc, moi, j'ai une arme à feu. C'est pour défendre mon intégrité physique, l'intégrité physique de mes proches, l'intégrité physique d'une tierce personne. Et donc, on parle d'une situation extrêmement particulière qui est détestable, désagréable, mortelle. Et donc, vu qu'on parle d'une situation mortelle, détestable, désagréable, immédiate, irréversible, je veux un truc qui soit le plus simple possible à faire fonctionner et le plus stable possible, le plus rustique possible et le plus fiable possible. Ce qui m'intéresse dans une arme à feu, avant tout, c'est la fiabilité et après, ça va être sa simplicité. Le truc qui est bien avec Glock, c'est que déjà, c'est pas cher, mais en plus, c'est hyper fiable. Point numéro 1, rempli, tac. Et le point numéro 2, est-ce que c'est simple à utiliser? Est-ce qu'il y a des boutons de sécurité, des chiens à enlever, des trucs, des conneries, une détente pour la première balle, une détente différente pour la deuxième balle et ainsi de suite? Non, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas de bouton, il n'y a rien. Tu grailles, tu charges, tu racks et tu appuies sur la détente et ça fait boum. Et moi, c'est ça qui me convient. Maintenant, est-ce que CZ c'est bien? Oui, c'est une excellente marque. Encore une fois, si je faisais du tir en stand. Si j'ai que ça pour partir à la guerre, ça me va aussi. Dems 650, que penses-tu des couteaux pour le clinch, vu que ce n'est pas très utilitaire, sans doute très bien, mais très spécifique? Tu réponds aussi à ta question. Encore une fois, tout dépend de qui on est, d'où on est et de ce qu'on fait. Si je suis flic en civil et que je dois passer beaucoup de temps dans des bagnoles et tout à vendre du shit pour gauler je sais pas qui, effectivement putain un petit couteau en clinch c'est vraiment l'idéal. Si je m'appelle Tarte à la fraise, que j'ai des dreads et que je passe mon temps dans la forêt de Fontainebleau à faire du feu par friction, j'en ai rien à branler. Benoît Denis, petite question de malin. Caches-tu des chargeurs ou pistolets dans ton domicile? Je les cache pas, mais ils sont partout. J'aime pas être à plus de 10 mètres d'une arme à feu. Papa Pouette, tu fais des plots béton, me semble-t-il? Non. Ok.
Grégory Ferret, pour la conservation des aliments, tu dois faire une sacrée quantité de bocaux. Fais-tu aussi de la cuisson basse température pour sécher et stocker? Excellente question. Effectivement, on fait énormément de bocaux, mais j'ai aussi un déshydrateur. J'adore les déshydrateurs. Je vous conseille fortement d'acheter un déshydrateur, de commencer à déshydrater votre bouffe. Vous pouvez faire plein de trucs avec. Nous, par exemple, on déshydrate parce qu'on va aux champignons, donc on va aux champignons, donc on trouve plein de champignons. On les déshydrate et là on mange toujours des champignons d'il y a 5 ans. C'est absolument fantastique. Donc j'adore le déshydrateur et c'est un petit peu les trucs qu'on utilise. On va faire des bocaux, de la congélation et de la déshydratation. No Man's Land, tu vas faire une mare dans ton potager. J'y ai pensé, on y réfléchit encore parce que peut-être qu'on va prendre un canard. C'est pas sûr, 1 ou 2 canards, c'est pas sûr. Peut-être, on va voir. Julien BMF, salut Vol, il serait bon de trouver une fréquence radio libre pour un réseau survivante français. Qu'en penses-tu? Ouais, pourquoi pas, je sais pas ce que ça veut dire, mais ça me plaît. Béjar 31, tu connais le pistolet Tokarev TT33, qu'en penses-tu, ainsi que sa munition 7,62 par 25? Bah, j'en pense que c'était bien à l'époque, mais qu'aujourd'hui on a des Glock. Julien Insta33, ton avis sur les aliments lyophilisés? Les aliments lyophilisés, c'est super pour les sacs d'évacuation et c'est super pour aller faire du trekking, peut-être ultra léger. Donc, j'en sais rien moi. Francis Cabrel dans les bois avec la guitare, voilà, c'est super. Maintenant, après ça, pour nous. En tant que survivaliste, encore une fois, mangez ce que vous achetez, mangez ce que vous stockez et stockez ce que vous mangez. C'est vraiment l'idéal. Donc, mon avis sur les aliments lyophilisés, c'est pas horrible, mais c'est pas non plus la solution que je vais jeter à tous les problèmes de nourriture. Je dois avoir 6 ou 8 repas lyophilisés dans mon sac d'évacuation. Point barre. Après ça, je les utilise jamais. C'est beaucoup de sel, hein, le lyophilisé. Papillon. Si pas de fondation en béton, tu enfonces poteau dans le sol, donc non. Je n'enfonce pas poteau dans le sol. J'enfonce peut-être des fers à béton ou des trucs dans le sol. C'est une solution. Je vous remontrerai, je vous montrerai. Quand on va faire je vais faire avec vous le truc là. Erdu 62 pour le couteau tour de cou, neck knife. Emportes-tu un? Si oui, lequel? De temps en temps, oui. Je porte le Seven de Tony Lopez quand je vais dans les bois, quand je suis en mode pue la chèvre. Je vais avoir un couteau donc le Seven de Tony Lopez autour du cou, ou alors j'ai aussi le petit Mora, le Eldris. Kiyoaki Miyamoto, ça fait flipper. Les mecs sont super axés guns. Je vis à Paris. Non. J'ai pas de fun, j'en veux pas. Bah écoute, on s'en branle, tu fais ce que tu veux. C'est ça qui est bien avec les flingues, c'est que nous on n'oblige personne à ce que vous ayez des flingues. Si vous en voulez pas, vous en prenez pas. Mais par contre, je sais pas pourquoi ça fait flipper. Benoît Denis, encore une petite question. T'es un malin toi. Témoin d'une agression ou d'un vol à main armée, est-ce que tu interviens avec ton CCW? Donc CCW, c'est le permis de port. Ça dépend. Eh oui, c'est toujours pareil, ça dépend. Est-ce que ma vie est en jeu ou est-ce que la vie d'une tierce personne est en jeu? Qui est cette tierce personne? Quel est l'environnement? Où est le premier hôpital? Où sont les flics? Il y a une multitude de paramètres à prendre en compte, mais je dirais, pour répondre à ta question le plus simplement possible, non. Si je suis témoin d'une agression ou d'un vol à main armée, j'aurais tendance à dire non. Si dans l'immédiat quelqu'un va mourir, là c'est une chose différente. Mais si c'est juste une agression, encore qu'une agression, c'est quoi?
C'est une main aux fesses, c'est un coup de tête, c'est une engueulade, c'est une agression verbale, physique, sexuelle, à plusieurs. Putain, il y a tellement de paramètres, quoi. Vol à main armée, je ne vais pas intervenir. Si c'est juste un vol, la vie d'une personne pour 100 balles, pour 200 balles, pour 20 balles, pour une carte bancaire, ça devient un petit peu too much. C'est pas mon style. Maintenant, si c'est 4 mecs qui s'acharnent à coups de pied dans la tête, ça change un petit peu la donne. Si c'est bien évidemment quelqu'un de mon entourage, là, ça change complètement la donne. Mais donc, des questions hyper difficiles, faut y réfléchir. Mais là, à froid comme ça, je dirais non. Microlec 1. Avant les armes, c'est la bouffe qui compte dans l'autonomie. Ça dépend où t'es. Hein. Ça dépend où t'es. Si ton gosse crève de faim qu'il a pas bouffé depuis 3 semaines, c'est sûr que avoir un bout de pain, c'est bien. Si maintenant quelqu'un rentre chez toi à 2 heures du matin avec une calache et qui commence à violer ta femme devant tes yeux, à attacher tes gosses au plafond et qui va dire qu'il va égorger tout le monde, je te garantis que un sandwich, ça va pas faire le boulot. Hein. Donc encore une fois, arrêtez de penser en binaire. Il y a des outils pour chaque situation. C'est comme à chaque fois on dit ouais, t'achètes de l'or et de l'argent, mais l'or ça se bouffe pas. Ouais, enfin un râteau ça se bouffe pas non plus, mais c'est bien utile quand il faut ratisser. Donc ne soyez pas trop sévère et ne soyez pas trop binaire. Il y a des situations où la nourriture est plus importante que les armes à feu. Il y a des situations où les pansements compressifs sont plus viables et intéressants qu'une arme à feu ou même qu'un sandwich. Et il y a des moments où dans la vie il faut des armes à feu, les gars. Kiwaki Miyamoto. Je veux dire, j'y comprends rien, moi, aux munitions. Ah, merde, putain. Voilà, je me suis foutu de ta gueule, je me suis énervé, et en fait, c'était pas ce que tu voulais dire. Bah écoute, Google. Salut Tokyo. Eau, abri, bouffe, le reste, ça peut s'improviser. Ok, moi je veux bien. Eau, abri, bouffe, le reste, ça peut s'improviser. Ok, c'est bien. Alors, Mélusine Basso. Allez, un petit peu de douceur féminine dans ce monde de brutes. Salut Vol, dans le clan que vous formez avec Madame West, comment vous répartissez-vous les connaissances et savoir-faire et pour lesquels vous vous formez tous les deux? Indispensable. En fait, ça s'est fait naturellement. C'est-à-dire qu'on a des centres d'intérêt, on a tous des centres d'intérêt un petit peu différents. Elle, son gros centre d'intérêt étant issu d'une culture italienne, c'était la bouffe. Donc elle s'est collée à la bouffe, mais elle s'est collée à la bouffe vraiment à fond et super bien. C'est-à-dire que elle est partie de faire de la cuisine au solaire, par exemple, jusqu'à tu vois, toutes les recettes au feu de bois, en utilisant de la fonte, tu vois, vraiment des trucs un petit peu péchus qui rentrent un petit peu dans la case autonomie, indépendance, prévoyance, résilience. Donc c'est super. Elle est aussi très elle porte un flingue au quotidien. Donc elle a une énorme responsabilité par rapport à ça, et donc on fait tout ce qui concerne l'entraînement aux armes à feu, on le fait ensemble. Et après, moi, j'ai vraiment plus pris tout ce qui était construction et médecine. Maintenant, après, le jardin, on le fait tous les deux, les abeilles, c'est tous les deux, les poules, c'est tous les deux. Donc voilà, en fait, on fonctionne beaucoup quand même en binôme pour tout. On est une équipe très soudée, et donc c'est le binôme qui prise beaucoup. Mirelec 1, il y a plus de chances de mourir de faim que de mourir par agression. Non, encore une fois, Mirelec, ça dépend où t'es. Est-ce que t'es en Syrie là en ce moment, ou est-ce que t'es à Paris 14e en sortant de la fac? Donc c'est toujours pareil, hein, ça dépend de qui vous êtes, d'où vous êtes et de ce que vous faites. Moon Astral, vous êtes armé jusqu'aux dents.
Bon, il n'y a plus de questions là ou quoi là? Oh, salut frère Nono, comment ça va? C'était bien frère Nono. J'espère que ça répond à ta question, Mélusine. C'est dur parfois de... C'est assez dur parfois de... Tu sais, faut un petit peu traduire en fait les questions, vu que vous, c'est par écrit, il n'y a pas l'intonation de la voix et tout ça. Donc c'est pas facile. Mais voilà, j'espère que ça répond à ta question. En gros, on marche au binôme. T'as parlé de ton stage en début de live, ça s'est bien passé. Papa Poète. Oui, ça s'est super bien passé. Frère Nono en faisait partie. Je vais poster quelques trucs, quelques photos, quelques bordels. Mais ouais, ça s'est super bien passé. C'est passé hyper vite cette année. On a fait 5 jours de stage. Il y a des années on fait 5 jours, il y a des années on fait 6 jours. Cette année on a fait 5 jours. C'est passé à une vitesse absolument incroyable. Matthews, si tu avais un seul livre sur le survivalisme à conseiller, ce serait lequel et pourquoi? Si j'avais un seul livre à conseiller sur le survivalisme, putain, ce serait pas un livre sur le survivalisme déjà, parce que c'est vraiment trop limité. Putain, attends, je réfléchis, je reviens. Caballero, Sylvain. Le fusil d'assaut par excellence du survivaliste semble être la Kalash, rustique, peu chère, répandue, etc. Oui, si t'es en Europe ou dans les pays de l'Est ou en Russie. Si t'es aux States, c'est l'AR. Si t'es en France, je dirais quand même que c'est l'AR, parce que tous nos militaires et tous nos flics sont sur du 5.56, ils sont pas sur du 7.62. Donc encore une fois, ça dépend d'où tu es, de ce que tu fais, et ainsi de suite. Donc le fusil d'assaut par excellence du survivaliste, déjà c'est un truc qui fonctionne, et c'est un truc sur un calibre répandu que tu peux trouver facilement. Donc c'est pas forcément du 7.62, et c'est pas forcément de la Kalash. Si j'étais en Afrique par exemple, si je vivais en Afrique, j'aurais une Kalash. Si je vivais dans un pays de l'Est, j'aurais une Kalash. Si j'étais en France, j'aurais un AR. Ou j'aurais peut-être les deux en fait. En fait, j'aurais les deux partout en fait. Mais ouais, j'aurais les deux. Il y a aussi une limite de caractère, c'est difficile d'être précis, mais parfait, merci. Mélusine. Ouais, ça dépend complètement des caractères et encore une fois des centres d'intérêt. Il y a des gens qui aiment le bois, donc autant qu'ils se mettent au bois. Il y a des gens qui aiment le métal, autant qu'ils se mettent au métal. Il y a des gens qui aiment la mécanique, autant qu'ils se mettent à la mécanique. J'avais fait un article sur le blog par rapport à tout ça. Donc allez voir sur le blog, mais c'est tout simplement l'idée ici, c'est d'un petit peu venir nourrir les centres d'intérêt, mais de les décaler un petit peu. C'est-à-dire, t'aimes la bouffe, t'aimes cuisiner, super. Tiens, je t'offre un livre de cuisine au solaire. pour les décaler, les mettre sur la bonne voie. Julien Insta, pratiques-tu le piégeage pour chasser ou même protéger un territoire? Non. Je ne pratique pas le piégeage. Si tu réfléchis trop longtemps, il aura sa réponse vendredi prochain. C'est clair. C'était quoi la question? Je sais même plus la question. C'était un seul livre sur le survivalisme. Ok, un seul livre sur le survivalisme. Je sais pas pourquoi la révolution d'un seul brin d'herbe, ça me vient en tête. C'est permaculture à mort, mais c'est intéressant. Sinon, je dirais, un seul livre sur le survivalisme. Non, j'ai pas. J'ai pas. Un dictionnaire. La Bible. Non. Malville. Putain, Malville.
Ça me rappelle des souvenirs, ça. Voilà, pour le livre La petite maison dans la prairie, parfait. Julien, BFM, t'as trouvé le livre survivaliste par excellence. C'est La petite maison dans la prairie. Livre absolument fantastique. Donc voilà, 5 secondes, prenez soin de vous, stay safe et à la semaine prochaine.